everybody, and Donc, mon nom est Lucie Canal, comme vous avez bien pu le comprendre. Je suis directrice justice internationale pour l'organisation MADRE. Alors, je souhaiterais tout d'abord remercier chacun et chacune d'entre nous qui avait choisi de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce qui sera, j'en suis certaine, une conversation passionnante et une conversation plus que nécessaire sur la question des violences domestiques en République démocratique du Congo. Avant de commencer, je voudrais juste aborder quelques points de logistique très rapidement. Donc, nous aurons aujourd'hui des interventions en français et en anglais. Du coup, nous assurerons évidemment l'interprétation dans ces deux langues. Vous avez accès à la chaîne et à la langue de votre choix à travers le bouton traduction, interpretation en bas de votre écran Zoom. Nous aurons également 15 minutes à la fin de la conférence pour poser des questions aux 4 panélistes. Je vous invite à écrire vos questions dans l'encadré Q&A que vous trouverez en bas à nouveau de votre écran en cliquant sur le bouton « More ». Je pense qu'il doit y avoir marqué « Plus » si vous avez Zoom en français, je ne suis pas certaine. Là où il y a marqué Q&A, il vous suffit d'ouvrir cette boîte, d'ouvrir cet encadré. Et je vous invite à vraiment écrire vos questions au fur et à mesure des interventions. Ne vous inquiétez pas si on ne réagit pas au fur et à mesure que les questions arrivent. On les prendra en compte, on les conserve et puis on invitera les panélistes à y répondre dans ces 15 dernières minutes finales de la conférence. Je pense que c'est à peu près tout pour les points de logistique. Nous allons donc aborder la question des violences domestiques en RDC aujourd'hui au travers de 4 interventions et à travers le prisme d'un observatoire numérique. Alors, les violences domestiques en RDC, je pense que... numerical frame. We know that it constitutes a problem that has a considerable impact, and we see that more than half of the women and girls that are older than 15 have been submitted to violence, that it is psychological or economical, etc. Many studies have demonstrated that intimate partners are one of the principal type of violence that they face in that country. And as we can see in many countries, the sanitary crisis because of COVID, what they have put in place in order to control the pandemic has put women and children at higher risk for domestic violence. Le cadre juridique congolais ne permet pas de prévenir, de combattre ou de punir les violences domestiques. Les victimes n'ont pas de véritable accès à la justice ou aux réparations et ne bénéficient pas d'un mécanisme spécifique de protection. Donc, cette indifférence juridique à l'égard des violences domestiques, ainsi que les attitudes structurelles patriarcales et les normes sociales sont à l'origine d'une impunité quasi totale dans le pays. En effet, malgré des taux de violence... Excusez-moi, j'ai entendu le micro de quelqu'un s'enlever du mute. Donc, je disais, malgré des taux de violence domestique élevés à travers tout le pays, l'absence de cas portés devant les tribunaux est fortement liée à l'acceptation généralisée du problème de violence domestique et également à la crainte d'une stigmatisation de la part des victimes. Donc, MADRE et Sophie Padi ont lancé en 2019 une campagne visant à obtenir du gouvernement congolais un engagement ferme et clair contre toutes les formes de violence domestique. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique assurer une prévention efficace des violences domestiques et garantir l'accès à la protection, à la justice, aux services et aux réparations pour les victimes. Donc, la mise en place d'un observatoire numérique national sur les violences domestiques en RDC a été réalisée dans le cadre de cette campagne
et a pour objectif la création d'un outil qui permette de démontrer l'étendue et la gravité du problème aux autorités nationales, notamment au pouvoir législatif et judiciaire, ainsi qu'au grand public. Je vais m'arrêter là, je pense, et je vais laisser la place aux 4 intervenantes qui nous font aujourd'hui l'honneur de se joindre à nous. Nous aurons tout d'abord Sandrine Lusamba, qui est coordinatrice de solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, ce qui n'est pas dit. Puis Michelle Dorleman, qui est conseillère juridique RDC pour Madare. Puis Maître Laini Tenda, qui est coordinatrice de l'Association des femmes juristes congolaises à FEJUCO. Et ensuite Rosa Logar, qui est experte internationale sur les questions d'égalité de genre et dans la prévention de la violence contre les femmes et des violences domestiques. Alors, pour commencer, je vais me tourner d'abord vers vous, chère Sandrine, et j'aimerais vous demander, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le problème des violences domestiques en RDC et sur la nécessité du développement d'un cadre juridique adéquat? Merci beaucoup, Lucie. Merci à tout le monde qui a rejoint ces échanges aujourd'hui. Nous sommes heureux de parler de ces thèmes liés à la violence domestique en RDC. Comme Lucie l'a dit, je m'appelle Sandrine Lusamba. Je suis la coordinatrice nationale de l'ONG Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. C'est une organisation féminine congolaise basée en RDC et qui a pour mission la promotion et la défense de droits spécifiques de la femme. Et parmi ces droits spécifiques, il y a aussi le droit à la protection, le droit à l'accès à la justice. Et nous traitons des questions des violences basées sur le genre en général, spécifiquement des violences sexuelles, parce que étant dans des régions affectées par les conflits, les femmes font face à beaucoup de situations de violences sexuelles. Et l'accent que nous mettons aujourd'hui dans cette conférence, c'est beaucoup plus sur le travail ou le chemin que nous avons commencé sur la question de la violence domestique. Alors, pour ce qui est du problème clé lié aux violences domestiques en RDC, il y a lieu de relever le poids de la coutume qui constitue encore aujourd'hui de fortes pesanteurs dans la société congolaise. Et ces coutumes sont plus caractérisées par la conception de la supériorité de l'homme sur la femme. Il y a même dans plusieurs coutumes où la femme, il y a carrément des anecdotes qui disent la femme n'est rien, la femme c'est une chose. Tout ça contribue à un grand problème aujourd'hui qui nourrit la situation de violence domestique. Et cette conception qui place la femme en position d'infériorité par rapport à l'homme se prolonge jusque dans le ménage, dans le foyer, dans nos familles. Déjà, on grandit dans le contexte où, tout en étant enfant, on vous fait carrément voir que la fille, elle est inférieure au petit garçon. Et cela va ainsi jusqu'au niveau de foyer. Ainsi, l'homme congolais qui se retrouve dans cette position, bien entretenu dès le bas âge, se croit bénéficier de tout le droit de violenter la femme dans le ménage. Et quand ces violences domestiques interviennent dans les ménages, les femmes ont parfois peur ou ne savent pas même dénoncer parce que cela n'est pas considéré comme un problème de la société qui affecte la femme. Et aussi la femme elle-même, par crainte de perdre le mariage, par crainte d'être abandonnée par la famille, parfois elle continue à subir cette violence et on compte des femmes qui sont décédées suite à des violences domestiques au niveau du foyer. Alors, les principaux problèmes, comme je le disais, liés aux violences domestiques maintenant dans le cadre juridique, c'est vraiment l'absence de ces cadres juridiques spécifiques qui sanctionnent les différentes formes de violences domestiques. Et quand on réfléchit autour des violences domestiques, on pense à tout ce qui est violence physique, violence morale ou psychologique,
des violences économiques même. Et cette absence ou ce manque d'un cadre juridique spécifique fait aussi qu'il n'y ait pas des institutions ou des organes de prise en charge de ces femmes qui sont victimes de violences domestiques. Et même quand il y a parmi elles ceux qui essayent de lever la voix, qui se rendent vers la police, il y a parfois, ils les renvoient en disant « allez traiter cela en famille ». C'est juste que des questions de couple, allez traiter cela en famille. Et il n'y a pas vraiment un cadre juridique bien connu, bien spécifique pour traiter sur la question de la violence domestique. Alors, quand on regarde ce cadre juridique congolais, c'est vraiment, ça accuse des lacunes dans la prévention et même dans la répression des violences domestiques. En RDC, parfois, il y a des femmes qui aujourd'hui, quand elles partent à la police, on leur envoie, comme je disais, pour dire rentrer en famille. Ou parfois, les législateurs considèrent cela comme des coups et blessures qui sont plutôt régis dans des cadres globaux et qui ne prennent pas en considération les aspects spécifiques de ces violences qui se déroulent dans le cadre familial. Alors, comme je disais, donc les acteurs judiciaires se servent de la législation obsolète. Alors, je parle de l'obsolète parce que c'est un cadre juridique qui n'est même pas revu, qui n'est même pas adapté à la réalité. Et c'est là, ils se servent de cela pour traiter des situations de violence domestique et cela n'aide en rien la femme qui s'élève aujourd'hui pour aller dénoncer ou qui veut accéder à la protection contre son bourreau, donc son supposé mari qui se transforme en auteur de ces violences domestiques. Alors, c'est la raison pour laquelle les organisations de la société civile, comme Lucie l'a dit, cette situation s'est aussi exacerbée pendant la situation de COVID. Déjà, on recevait des cas comme Sofepadi ou comme d'autres organisations de la société civile. On pouvait recevoir des cas comme ça de femmes qui venaient se plaindre, mais des cas qui ont carrément triplé pendant le confinement. Parce que des hommes qui étaient habitués à sortir, à aller et revenir la nuit, étaient obligés de passer de longues heures à la maison et cela créait des troubles au niveau de la famille et c'est toujours la femme qui en pâtissait. En voyant tout cela, en voyant qu'il y a même déjà des cas de féminicide, de femmes qui se font tabasser à mort dans nos communautés, on a commencé à réfléchir sur comment essayer d'impliquer encore le gouvernement pour que ce soit la responsabilité au niveau national, que ce ne soit pas la responsabilité d'une organisation qui s'élève et qui apporte de l'aide. Déjà, c'était difficile pour accéder même à l'information. Combien de femmes sont victimes? Combien de femmes arrivent à dénoncer? Et quand ces femmes dénoncent, quel genre de services elles ont accès? Et cela nous a poussé à réfléchir sur des mécanismes de comment on peut essayer de comprendre la situation de violence domestique, mais aussi comment sensibiliser la femme elle-même à reconnaître une violence domestique, mais aussi à arriver à la dénoncer. On a eu à rencontrer des femmes qui méconnaissaient totalement qu'elles ont le droit de dénoncer, méconnaissaient totalement que ce qu'elles étaient en train de vivre était une forme grave de violence et les faisaient passer comme une attitude normale de l'homme qui la bat et qui la maltraite au sein de foyer. C'est alors qu'on a commencé des démarches pour avoir une proposition de loi. En RDC, on a une loi qui traite la question de la violence sexuelle, mais on n'a pas une loi qui traite de façon spécifique la question de la violence domestique. Et la démarche pour avoir cette loi, c'est de vraiment mettre en adéquation les lois nationales. Donc, on a plusieurs lois qu'on essaie d'avoir cette adéquation-là au niveau national avec les engagements internationaux. Parce qu'il n'y a pas seulement les lois au niveau national, la RDC a aujourd'hui accédé à plusieurs
engagements au niveau international pour voir qu'est-ce qui peut être mis en place au niveau de la RDC pour traiter la question de la violence domestique, pour donner des orientations sur la prévention, sur la réponse, mais aussi sur les formes de réparation pour ces femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Oui, des femmes qui sont victimes de violences domestiques. Voilà un peu si je peux me résumer par rapport au problème, mais aussi par rapport à la motivation qui a poussé des organisations comme la nôtre, en collaboration avec MADRE, de vouloir avoir une loi, un cadre juridique qui statue sur des questions de violence domestique. Merci, Lucie. Merci beaucoup, Sandrine. Michel, je me tourne à présent vers vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment fonctionne l'Observatoire national sur les violences domestiques et en quoi cet outil soutient les activités de plaidoyer autour des questions de violences domestiques en RDC? Yes, with pleasure. I will talk you and walk you through the methodology we're using with the observatory. I will do this in English. To talk about the methodology used for the observatory, we had different lines of action to bring up this tool. So we first checked what are regional clusters we can use in the DRC. We decided to focus on 7 regions in the country, which, for those who don't know, the DRC is really a huge country. It's as big as Western Europe. So of course we cannot approach an observatory with the idea of covering the whole country or covering the whole data. But we decided to focus on 7 regional clusters, and in each cluster we decided to work with 1 or 2, 3 partner organizations, including of course Sophie-Padi, who was the lead partner organization in this process. Then we had to develop our main instrument for data collection and analysis on domestic violence in different regions. We developed case documentation form with quantitative and qualitative data sections. That means quantitative and qualitative questions. So we were looking for facts and figures, like when did what happen, that we are able to quantify, but we are also looking to capture the stories as experienced by the survivors through open-ended questions in the sense of what happened, what has that caused, what harm has that caused in your life. We aligned our domestic violence case documentation form with the national main data collection form used by the civil society. So the non-medical sector, which is aligned to the GBV information management system. It is the main data collection tool in Congo, but also it does not capture specifically data on domestic violence. And we worked around that. We integrated to avoid that organizations need to work in 2 different directions. We tried to streamline a little bit to align our questions along the main countries tool. We had to develop a data collection and analysis tool. That means we had to decide how can partner organizations collect and transfer data, especially in a very secure way, because we are talking here about highly sensitive case data, as you're all aware as practitioners in this sector. So we worked together with an IT company to have a mobile and web-based data collection application developed that allows the secure collection and storing and sharing of data to a main server, which also takes into consideration temporary lacks of internet availability and accessibility. The tool, the application, the mobile application is able to store the data for a certain time until the mobile phone connects to the internet. We
equipped partner organizations with a minimum amount of smartphones that can work on the internet, and we had also a data publishing platform developed, the Observatory, which is publicly accessible and which I will share through my screen with you in a moment, so it becomes less abstract and you can see the results of this. And in the background of what you see, what is published, there is a whole analysis tool for the quantitative and qualitative data in the background. Part of the methodology was also to strengthen our partner organizations. We had an overall pilot phase, I can say, for a year, and the data collection period did not start as after one in-person training of focal points of each partner organization. Then we had online trainings with more members of partner organizations on safe and secure and ethical research in this field, domestic violence, and also one training on trauma-sensitive approaches. There is a data officer who accompanies the partner organizations in the sometimes not that easy process of collecting and sharing the data. And in the background, before the data goes into the published section, there is a data screening and validation process. So these are the different lines of methodologies we have set up. And I do imagine you would want to know what are the first findings after a year of piloting this activity. So within a year's period, between some point in 2021 and 22, we had 234 cases validated. That means that maybe more cases were transmitted to the observatory, you know, to where the cases are screened and validated. But some cases might not match the criteria for domestic violence, or we might find incoherent data or insufficient information. And in these cases, we do not validate, but we came up with 234 validated cases from different regions in the DRC, shared by different partner organizations. And maybe on partner organizations, also another point to say, we chosen to work with organizations that are very much localized, that are active in the field of GBV service provision. That means organizations who have the knowledge and capacity to work in this field, because we assume that organizations that work on GBV will automatically also have to deal with domestic violence cases. And this assumption turned out to be right. So if we look about main findings of quantitative and qualitative data, we have statistics. We built that statistics and percentages on the basis of 230 cases. So statistics are not for 234, but 230 cases. And out of these cases, 95% reported surviving psychological violence, and the most recurrent forms were threats, insults, and humiliation. Every third survivor, 76%, experienced physical violence, mainly in the form of punching and kicking. Again, every third out of 4 survivors, so again 75%, experienced economic violence and denial of opportunities, ranging from abandonment to the exclusion from decision-taking in the household and on money matters, confiscation on earnings, and denial of medical care. And 61% reported having survived sexual violence, and they're the main forms. 1 second, my computer starts to talk to me. 1 second. There we go.
The most recurrent forms were rape and marital, so spousal rape. Of course, forms of violence are overlapping. That means a victim or survivor counted in the 95% of having reported surviving psychological violence could also be part of the 61% having reported. Also, we did not only look into what happened to the victims, but we also looked what did that mean, what damages, what harm were the results of these experience of violence. And 99% of survivors mentioned to have suffered emotional harm. 88% have suffered physical harm. 78% have suffered economic harm, and 74% suffered serious impacts on their relationships. And again, this is not a or question, it's either this or that. It can also be overlapping. What I would like to do now is to give you a short glimpse into the observatory itself. Of course, I'm very sure we're gonna share the link after this discussion, but I'd like to profit Je voudrais profiter de ce moment pour partager avec vous. Vous allez voir beaucoup de choses sur mon écran maintenant pour que je puisse changer pour voir les membres ici. Bon, de toute façon, j'espère que peut-être Lucie, est-ce que tu peux confirmer que tu vois les statistiques des cas ici sur mon écran? D'accord. OK, malheureusement, j'ai une boîte ici que je ne peux pas fermer. Bon, l'observatoire, le site, ça, on a beaucoup de sous-sites et c'est le site en anglais des cas, de statistiques des cas, on l'a en anglais aussi en français et vous pouvez voir le nombre de cas et vous pouvez main victims voir les données dissectées, les victimes principales font partie entre 30 et 49 ans et l'autre groupe, c'est 18 à 29 ans, mais nous avons aussi capturé une quantité importante de données sur des mineurs, sur des qui ont entre 0 à 5 ans. Nous avons 3 cas, mais déjà 44 cas pour des enfants de 6 à 17 ans. La plupart des cas qui ont été rapportés et capturés, nous avons 3 cas d'hommes comme survivants de violences domestiques. Nous avons des données sur le statut civil aussi, les données démographiques et sociaux aussi. Et nous avons les types de formes de violences domestiques. Vous pouvez aller beaucoup plus loin des données. Il y a un petit moment, il y a pour les incidents de la violence sexuelle, la plupart sont des viols et aussi vous allez trouver d'autres formes qui se répètent, des formes qui se répètent, des formes de violence sexuelle qui se répètent. Et ça nous avons aussi le préjudice, nous avons aussi les formations sur la localisation où la violence a été enregistrée. Nous avons aussi la catégorie des assaillants. Et aussi, la majorité des cas, les auteurs sont les maris, les partenaires intimes, où nous avons aussi 81% des cas, ce sont des membres de la famille et 21 cas où nous voyons aussi des relations. Et si vous observez les partenaires intimes, et nous pouvons voir aussi ce que nous avons pu enregistrer, les maris et
les partenaires intimes du moment. Et nous avons vu que nous avons aussi des ex-maris et aussi des anciens partenaires intimes. Nous n'avons pas eu beaucoup de cas qui rentrent dans ces catégories. Mais aussi, nous avons aussi, au-delà des cas pour le public, nous avons des cas dans la base de données où vous pouvez voir où dans le pays, où sont localisés les cas, la plupart des cas. Et nous avons aussi chaque cas dans notre code désigné. Nous avons aussi des informations et c'est possible de les publier. Et aussi, on ne peut pas vraiment identifier les victimes, mais vous pouvez trouver d'autres informations majeures sur chaque cas en particulier qui vont peut-être aussi aider dans la transparence des données et aussi la crédibilité. Nous n'avons pas publié data that we have internally for further analysis and that we do not deem fit to be published in the wider frame of the observatory. For example, these are data for each case on service needs and service delivery. We do not share in the public the qualitative data, partly for victim protection reason, but also partly for the mere fact that some of these cases are absolutely brutal and need to be pre-screened and maybe worked on before we can publish them, and other considerations. Just briefly on the qualitative data, we do not have too many qualitative questions here. We have the main question is what happened in your own words, and what impact did that have on you and your life? And what it shows us on the one hand is tremendous brutality within the cases of domestic violence, which might go beyond of one common perception or idea of domestic violence. And the other main result maybe from qualitative data analysis is that we indeed have recurring elements of harm, of violence forms, but also a very vast variety of contexts and situations. And to come to your last part of your questions, what do we use this all for? I mean, there is, I love data. I might, but still, even I say we cannot collect data, especially not in this field, just for having data. So what do we do with this? And there is this big link to the campaign that my colleague Sandrine just explained, and the lack of systematically collected and published and publicly accessible data on domestic violence in the country, and with the idea of doing advocacy for a better legal protection framework, we noticed we need to do targeted advocacy work. It's not that everybody, also amongst lawmakers, has de plaidoyer. Nous ne savons pas s'ils ont ces gens qui font les lois, s'ils savent exactement ce qu'il y a au-delà de du terme de violence domestique. Je pense que beaucoup de parties prenantes n'ont pas vraiment une idée des cas et des crimes et de la violence qu'il y a entre ces termes, à travers ce terme. Nous pouvons utiliser des données qualitatives aussi à travers les histoires individuelles. Mais aussi, l'Observatoire nous aide à montrer comment géographiquement, à travers le pays, pour les groupes aussi, les groupes d'âge, ce que nous avons de données sociales et économiques aussi, et pour que nous puissions appuyer la campagne avec les données et aussi les analyses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Je vais parler français.
Comme tu l'as si bien expliqué, en effet, nous voyons bien que l'Observatoire nous permet de mieux comprendre l'étendue du problème des violences domestiques, que cela nous permet véritablement de, on va dire, sortir un petit peu les violences domestiques de l'ombre de cette sphère très privée à laquelle elles sont souvent associées et qui pose véritablement problème dans le travail de plaidoyer et de lutte contre l'impunité. On voit que ça nous permet, comme tu le disais, de vraiment aussi comprendre les multiples formes que les violences domestiques peuvent prendre, qu'elles sont présentes à travers tout le territoire. Et ça nous permet véritablement de mieux comprendre comment on peut soutenir au mieux les victimes, d'identifier les besoins, quels sont les besoins principaux, quels sont les types de soutien qui sont nécessaires. Donc, encore merci, c'était vraiment très clair et très utile. Maître Tenda, je me tourne vers vous et j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'expérience et sur le travail des organisations de la société civile en matière de violence domestique? Oui, merci beaucoup pour la parole. Thank you very much for. Yes, hello, this is Natasha, the interpreter. Her sound is very low. She needs to get closer to the microphone. Maître, je suis vraiment désolée de vous interrompre. Et AFEJICO a commencé au Maniema. Maître, excusez-moi. Excusez-moi, je suis vraiment désolée de vous interrompre, mais malheureusement, on ne peut pas vous entendre. Est-ce que vous pourriez, je pense que vous êtes très loin peut-être du microphone, il y a quelque chose, on vous entend de vraiment très très loin. Oui, je pense que là, je suis bien. C'est parfait. Okay. Je disais que je suis Maître Elaine Tenda Keren, coordinatrice de la FEJICO. La FEJICO, c'est l'Association des femmes juristes congolaises. La FEJICO, c'est une ASBEL qui œuvre au niveau national et nous sommes la représentation du Maniema. Au niveau national, la FEJICO a commencé à œuvrer depuis 1987 et au Maniema, nous y sommes depuis 2006. Nous avons comme mission principale, notre mission, c'est de répondre à la question des violences faites à la femme et à l'enfant. Et nous intervenons aussi pour des réponses face à ces questions, c'est-à-dire que nous menons aussi des actions pour répondre tant soit peu à ces difficultés que peuvent rencontrer la femme et l'enfant par rapport à leurs droits. Et comme action, je peux dire que nous avons parmi les actions de prévention, nous avons les actions de sensibilisation. Il n'y a pas que la sensibilisation, c'est la vulgarisation des textes et des lois. Nous vulgarisons des textes et des lois en rapport avec le droit de la femme. Nous assistons gratuitement les femmes et les enfants victimes des violences de toutes sortes. Et nous organisons aussi des formations au profit des leaders communautaires pour qu'ils comprennent un peu la question des droits de la femme et de l'enfant, qu'ils comprennent un peu quelles sont les dispositions, soit les instruments juridiques nationaux et internationaux qui sont à la disposition de la communauté pour connaître un peu les droits de la femme et de l'enfant. Madame Sandrine a été un peu plus explicite sur la question, comme si je l'ai bien suivi. Alors, avant de continuer, je voudrais un peu remercier Sofepadi pour nous avoir accordé cette opportunité d'intervenir comme panéliste à cette vidéoconférence. Merci à Madre
pour cette confiance nous accorder enfin d'aborder la question des violences domestiques. Comme toute autre association ou ASBEL ou organisation de la société civile qui milite pour les droits de la femme en ce qui concerne les violences faites à son égard. Et là, on sous-entend aussi les enfants. Donc, quand on parle de la femme, on sous-entend la jeune fille aussi, qui sont plus victimes. Madame? We know the victims are women and young ladies, and we know that it is we have more women. It's more women, just like Michelle mentioned, Mrs. Michelle mentions, we have more women that are victims of domestic violence. We are gonna understand that all of these organizations of the social society, they fight for the rights, for the women rights. And you're gonna see that sometimes they are limited by certain ways so that they can act. I would like to elevate the aspect of the workshop of the firm that we have in FEJICO, that we, with the help of Madre, we registered the cases of the women. We considered the cases in a general manner, but after the training, we benefited from Sophie Padzi and Madre. We had more information on how to register the cases when it comes to the violence done to women and the domestic violence. The domestic violence are like, I could say, water to drink in our family. And most of this violence, we don't know about them. The victims, some victims are the ones who denounce the cases. They are not informed, and the people that are informed for us that work with, you're gonna see that there is little people that are informed about this, and we have these needs, and then the knowledge of these types of violence that are done to women, that domestic violence, if we can say it. There are many women that they ignore, they do not know about the information. You meet a woman and she said that I would be the 7th wife of a man just so that I can be called a wife. So this creates domestic violence automatically. This is an occasion for automatic domestic violence. So if someone is not informed on this, the woman that can be a victim of domestic violence, she exposée à des violences, c'est déjà un problème. Donc nous avons besoin, nous, société civile ou organisation de la société civile, œuvrant dans la thématique, d'être renforcés sur la question, d'être renforcés sur les moyens de vulgariser les textes des lois ou bien de sensibiliser la communauté pour qu'elle comprenne. Vous allez voir les femmes des grandes villes ont semblé connaître un peu la question, mais vous pouvez être déçus lorsque vous êtes dans des milieux reculés. Il y a de ces femmes qui ignorent même les violences, qui ignorent même que certains actes ou certains conditionnements de la vie les exposent à des violences domestiques. Là, c'est vraiment un grand problème. Donc, les organisations qui œuvrent dans la question, vous pouvez voir pour une semaine, vous pouvez enregistrer, si on peut considérer 100 familles, pour une semaine, on peut enregistrer au moins 40 à 50 cas de violences domestiques, ce qui pose un problème pour combattre la question des violences domestiques. Un autre aspect, c'est comme nous sommes une association des femmes juristes,
je l'ai dit tantôt que nous offrons une assistance judiciaire gratuite. Donc, pour toutes ces femmes, comme nous allons l'évoquer aussi dans l'identification des besoins, pour toutes ces femmes qui peuvent être, par exemple, victimes de violences domestiques, pour celles qui désirent, parce qu'on peut assister que celui qui manifeste les besoins d'être assisté judiciairement, c'est-à-dire auprès des instances judiciaires. Quand je parle d'instances judiciaires, je fais allusion à la police, les parquets, les tribunaux, la cour et ainsi de suite. Vous allez voir que la femme qui veut obtenir maintenant son gain de cause. Donc, si elle veut se présenter au niveau de la justice aussi a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, ce qui pose aussi un frein. Alors, je voudrais parler de l'identification des formes. Les formes qui nous sont plus présentées, ce sont les violences psychologiques. Madame Sandrine l'a évoqué, nous vivons dans une société où la femme est vraiment, elle est marginalisée. Cette position l'expose à une violence psychologique. Donc, on la minimise, c'est surtout les maris qui minimisent la femme. Donc, ce sont plus les violences psychologiques suivies des violences économiques. Étant donné que la femme vit dans une dépendance, alors elle subit souvent des violences psychologiques. Alors, si elle n'était pas dépendante et au niveau, par exemple, matériel et financier, elle ne pouvait pas subir les violences psychologiques telles qu'elle les subit et bien entendu aussi les violences économiques. C'est vrai, nous avons aussi les violences physiques. Si on peut tabasser la femme, on peut parler aussi des violences sexuelles. Dans l'état conjugal, il y a les maris qui veulent imposer les rapports sexuels. Ça, ce sont des aspects qui ne sont pas dits, mais qui sont aussi fréquents. Mais nous parlons plus de ce qui apparaît. Donc, plus les violences psychologiques et les violences économiques. Pour l'identification des besoins, étant donné que la femme, elle est plus ignorante, surtout pour les femmes qui vivent dans des milieux ruraux, dans les milieux reculés, nous avons un besoin de sensibilisation. Donc, il n'y a pas que les femmes qui puissent être sensibilisées, nous voyons plus la communauté. Donc, que toute la communauté connaisse un peu quels sont les droits des femmes, que toute la communauté connaisse quelles sont les violences domestiques, si pas les violences en général, parce que ça va aider à les recadrer et à changer des comportements. Là, c'est un besoin de sensibilisation. L'autre besoin, c'est relever les niveaux de vie des femmes. Vu que les femmes sont toujours dépendantes et dans des droits conjugaux, vous allez voir que ce sont plus les femmes, étant donné qu'elles dépendent plus des hommes, et la femme, elle ne fait rien. Husband on the man, they always try to make it look like the women don't do anything. And the majority of the cases that we have registered and that we have sent over, you will see that it is more a question of dependence that has led to the domestic violence towards women. And this is really, in general, the framework in which the question of domestic violence has evolved within the thematic of the civil society's organization in general. Thank you. Thank you very much, Attorney Tenda. It is really interesting how you highlighted how particular the difficulties are and the women face. It is not just about denouncing it, but also identifying the problem itself of domestic violence. And I think that this is something that we don't really think about immédiatement. C'est-à-dire que là, nous voyons bien que nous faisons face à des situations où les victimes elles-mêmes n'identifient pas ce qu'elles vivent comme des faits de violence domestique
et qu'il y a donc un travail extrêmement important en amont que les organisations de la société civile doivent effectuer, un travail de sensibilisation auprès non seulement des autorités, mais vraiment auprès des communautés entières, y compris les femmes mêmes. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Avant de passer la parole à Rosa, j'aurais souhaité très rapidement revenir vers vous, Sandrine. J'aurais voulu vous demander de peut-être nous en dire rapidement un peu plus au sujet des efforts de coordination qui ont lieu avec les autorités congolaises autour du développement d'un cadre juridique sur les violences domestiques. Est-ce que ce serait possible? Bien sûr, merci beaucoup, Lucie. Alors, c'était intéressant de suivre le travail que nous sommes en train de faire à travers l'observatoire tel que l'a présenté Michel, mais aussi merci à Maître Laini qui a vraiment parlé des réalités des terrains. Alors, déjà, avant de parler de la coordination, j'aimerais ici mettre l'accent sur l'accès à des statistiques, ce qui était très difficile quand on a commencé à réfléchir sur comment aborder la question de la violence domestique en RDC. Alors, après 1 an de collecte de données, et j'aimerais aussi insister que la RDC, c'est un très grand pays. On a juste travaillé avec 19 organisations dans cette province et on voulait avoir le tableau de comment la situation de violence domestique se présente, tout en sachant que c'est une question qui a été toujours prise à la légère à tous les niveaux. Et à travers cette collecte, 1 an après, on était à plus de 200 cas et ça nous a permis d'aller vers les autorités avec ces statistiques pour montrer voilà les efforts qu'on a menés jusque-là et voilà la situation seulement dans cette province à travers les pays. Mais si on avait la capacité de collecter les données sur toute l'étendue de la RDC, ça pourrait même aller au-delà. Mais en collectant aussi les cas, notre objectif n'était pas de collecter autant de cas. C'était d'avoir vraiment une représentation de la réalité de ce qui se passe. Michel l'a dit, on en a collecté autant, mais on avait quand même mis des principes pour arriver à sélectionner des cas qu'on peut qu'on peut considérer comme des cas de violence domestique. Après avoir eu l'idée sur ces statistiques, on a réuni les défenseurs des droits humains, on a réuni des magistrats, des femmes qui travaillent dans les organisations féminines pour réfléchir autour du contenu que devait, la forme même du contenu qui devait être une proposition de loi. Et c'est un travail qui avait été fait à Kinshasa. On a fait des ateliers pour parler, pour argumenter. Et c'est ces documents-là qui a subi l'apport de plusieurs organisations de défenseurs judiciaires, des magistrats et autres, qui nous a permis d'avoir une proposition de loi. Et on a fait un grand travail aussi dans les plaidoyers. On a rencontré des autorités au niveau de la présidence, on a rencontré dans le gouvernement certains ministres pour présenter la situation, pour montrer qu'on a besoin d'aller en avant et d'avoir un cadre juridique clair sur la situation de violence domestique. Et je peux vous assurer que partout où nous passions pour faire ces plaidoyers, on a rencontré des ambassades, on a rencontré des représentations diplomatiques, des ambassadeurs pour présenter la situation. C'était clair que tout le monde était d'accord que c'est une question qui devait être prise au sérieux au niveau national parce que ça continue à faire et ça continue à faire beaucoup de victimes. Voilà, c'est tous ces efforts-là. On a travaillé, on a d'abord commencé avec les organisations, on a impliqué les organisations de la société civile, on a fait des plaidoyers auprès du gouvernement, des représentations diplomatiques, mais aussi des députés au niveau national. Nous les avons réunis, nous avons présenté la démarche. Ils ont aussi donné leur avis, ils ont commenté les documents. Et à ce niveau, on est en train d'avancer pour que le document, la proposition de loi, soit portée au niveau du Parlement afin qu'il soit classé dans le prochain
dans des prochaines discussions pour que nous puissions avoir cette loi sur place. Donc, c'est un travail de coordination. Sofepadi seul ne pouvait rien faire, même avec l'appui des maîtres, et on devait voir au niveau interne quelles sont les institutions concernées, qu'est-ce qu'on doit faire pour que la question puisse aller de l'avant. Mais pour amener toutes ces personnes à prendre en considération la question, on devait avoir au moins une représentation de cas. Et c'est vraiment toute l'importance de l'observatoire que Madame Michel a présenté avant moi. Merci, Lucie. Merci beaucoup, Sandrine. Rosa, je souhaiterais maintenant me tourner vers vous pour vous poser la question suivante. Que pouvons-nous apprendre des expériences d'autres pays en ce qui concerne le développement de cadres juridiques qui traitent des violences domestiques? Yeah, thank you. Thank you very much for inviting me to this event. It's a big pleasure to be here. Thanks especially to Madre. I am based in Austria, in Vienna, a very small country compared to the Democratic Republic of the Congo. We only have 9 million inhabitants in a very small country. But I also want to tell you a little bit about the European situation, and especially around the Convention to Prevent Violence Against Women and Domestic Violence, the so-called Istanbul Convention. But before, let me congratulate you and the government and the civil society organizations of the Democratic Republic of the Congo for your initiative to adopt a new domestic violence law, which I'm sure is a very important initiative to contribute to the human rights of women and children to live a life free from violence, which is, I think, all our goal, our common goal. And also congratulate you to set up the observatory. It's so important to collect data and to have data to know what's the problem, how does it look like, what can we do? So thank you very much for all these initiatives. Before I tell you a little bit about the Istanbul Convention in Austria, I wanted to point out what you all know, of course, that violence against women and domestic violence are problems, are global problems. There is no country in this world, on this planet, where women can live completely free from violence. It doesn't matter what political system, what religion, what culture, or if it's a poor or a wealthy country. In all our countries, there is domestic violence and violence against women. So we have a common problem here, and we know it's connected to the historically unequal power relationships between men and women, or we also call it patriarchy or patriarchal structure, that the whole planet is suffering from this. It's not only the violence that the physical violence and the sexualized violence, you also talked about the economic violence and the psychological violence, and also women face various forms of discrimination, of exploitation. Women work a lot, but they earn little money and they possess little money. So it's a whole system of exploitation, of discrimination of women, unfortunately, that we have on this planet and that we want to change. And the women experience this violence in all areas of society, in the home, in the workplace, in the public, even in the parliament. Parliamentarians are subjected to sexual harassment in the media. We know that it's everywhere and in every age of the woman. It starts already before the girls are born. In many countries, women are not born because boys are favored, and it goes on until old age, when women are still subjected to violence. So we have a common problem, huge problem, and I'm very glad that we can work over the globally also to try to change that and to abolish the system of patriarchy
to make women and girls equal human beings on this planet. Yeah, so as in your country, also in all European countries, not most, in all European countries, there is domestic violence and violence against women. And what have we tried to do the past decade? I myself started in '78 as a young social worker to establish the first women's shelter in Europe, in Austria, sorry. So we have a history of about 50 years in Europe of working against violence against women, half a century. But we still have not been able to eradicate these forms of human rights violation. So more than 10 years ago, the Council of Europe, within an intergovernmental body, has decided to adopt a convention on the prevention of violence against women and domestic violence, a common legal document, because we still have this huge number of violence against women. We needed stronger instruments. So this legally binding instrument was adopted in 2011 in Istanbul. That's why it's called the Istanbul Convention. Unfortunately, the president of Turkey, as you might have heard, has left this convention with his presidential decree. The parliament has ratified the convention and the president has decided to leave it in 2021. So that was an undemocratic act, as the women think. And it shows that how that we have a backlash for women's rights, unfortunately, also in European countries. But the convention is still very strong. It has been ratified by 37 countries in Europe and signed by 7 countries. So it's 44 countries who committed themselves to this convention, and it's also open to other countries to sign and ratify this convention. It's a very comprehensive document with 12 chapters, 80 articles, and it does not only talk about the prosecution and Et ça parle de la criminalisation et de la violence contre les femmes, mais ça parle aussi de la prévention, parce que c'est très important, comme vous le dites, la prévention est très importante dans les communautés. Être capable de parler avec les femmes et laisser savoir qu'elles ont des droits, la discrimination et aussi les provisions de différents services, de toute la persécution et toute autre forme de violence que les femmes sont sujettes. Et aussi, il y a des formes de violence spécifiques comme les mariages forcés ou la mutilation des génitaux. Et il y a aussi un corps indépendant d'experts appelé Crevio qui observe cette convention. Et je fais partie de ce corps. J'ai travaillé, ça fait à peu près 1 an dans ce corps. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir être présente et représenter mon gouvernement et participer. Et j'ai aussi été capable de pouvoir partager notre expérience. La convention aussi interdit la violence cybernétique parce que nous avons aussi le problème de technologie et d'information technologique. Donc, la violence cybernétique est aussi quelque chose qui est abordé dans la convention. Et la violence digitale, électronique de la violence maintenant, parce qu'avec la technologie qui est utilisée de nos jours, est utilisée pour pouvoir menacer les femmes. Elles se font traquer, elles se font harceler sur leur téléphone, leur portable. Et c'est une autre façon que les hommes peuvent imposer une violence psychologique.
Je ne pourrais pas aller dans tous les détails de la Convention, mais j'aimerais mettre le focus sur certains éléments clés. Un des éléments clés, c'est qu'il doit y avoir des endroits, des places qui soient sécuritaires pour les femmes et les enfants. Je ne sais pas s'il y a peut-être des foyers, un DRC au Congo, mais ce qui a été mis en place en Europe, c'est d'avoir des abris pour les femmes. Il devrait y avoir au moins une place pour avoir à peu près, être capable de recevoir à peu près 10 000 habitants. Donc, il y a différents abris pour les femmes. On voulait en avoir 10 000, on en a à peu près 900. On n'a pas encore atteint notre but, mais il doit y avoir assez de place aussi dans ces abris pour les femmes. Et il y a beaucoup de pays en Europe qui n'ont pas d'abri pour les femmes. Donc, c'est important d'avoir des abris sécuritaires où les femmes peuvent s'abriter. Il doit aussi avoir une, excusez-moi, la Convention a mis en place aussi des ordres où il doit y avoir une obligation et être capable d'expulser la personne qui est violente du foyer et empêcher la personne qui est violente, qui commet les actes de violence, à retourner dans le foyer. Donc, il doit y avoir une certaine mesure commune dans différents pays en Europe, inclus mon pays. En Autriche, ils sont obligés d'avoir une mesure en place où la personne qui commet les actes de violence soit expulsée du foyer. Et s'il y a un besoin de protection additionnelle, la femme peut avoir recours au niveau légal et avoir une ordonnance de restriction. Et le système légal a mis en place, laisse savoir qu'il est important d'avoir des lois en place pour protéger les femmes. Le troisième élément, c'est la criminalisation de la violence. Toutes les formes de violence doivent être interdites. Mais nous savons aussi que les femmes, spécialement quand nous parlons de la violence domestique, les lois criminelles en place ne sont pas équipées pour vraiment défendre les femmes qui ne veulent peut-être pas voir leur mari ou leur conjoint en prison. Donc, il doit y avoir des provisions en place qui sont là pour réprimer la violence, mais aussi peuvent aider aussi à la réhabilitation de la personne qui est violente, pour que les femmes puissent avoir aussi cet outil. Donc, je ne sais pas, oui, évidemment, il faut que ce soit criminalisé, mais il faut aussi avoir une certaine sensibilité par rapport à la mesure que nous utilisons, parce que nous savons il est difficile pour les familles, les membres de la famille, de dénoncer la personne violente. Donc, aller au système juridique ou aller au poste de police pour pouvoir rapporter la personne qui est violente, elles ne sont pas confortables. Donc, il faut aussi de notre part aborder la situation de façon très sensible. Et aussi, il y a les enfants. Il faut être capable de protéger et d'aider les enfants parce que souvent, ils sont très affectés et elles sont des victimes, elles aussi. Et souvent, nous voyons aussi qu'il y a des enfants qui ont été tués dans des cas de domestic violence parce que la mère ou le partenaire a été séparé et la revanche a été de tuer les enfants. Et on voit ça dans plusieurs pays. Et je pense que vous avez aussi ce problème dans votre pays. Donc, il est très, très important de protéger les enfants où nous voyons que le droit du parent devient plus important souvent dans plusieurs pays européens que le droit des enfants. Donc, souvent, nous voyons que les enfants sont forcés à avoir
à être soumis à des droits de visite avec le partenaire qui est violent. Donc, ce sont des développements très, très inquiétants que nous devons adresser dans notre pays aussi. Et en conclusion, il y a nous avons aussi beaucoup de travail à faire dans notre pays. Nous avons un chemin très long le parcours est très long pour pouvoir aborder ce sujet. Ça fait à peu près 50 ans que nous travaillons dessus, mais il y a aussi des conséquences avec les femmes qui se battent pour leurs droits. Nous ne lâchons pas prise, nous continuons à nous battre. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité dans votre événement. Merci beaucoup. Thank you so much, Rosa. That was so interesting. C'était très intéressant. Vraiment plein de points intéressants dans votre intervention. Je pense que c'était idéal pour conclure cette conversation avant de passer aux questions des participants. Je pense que c'était vraiment essentiel, en effet, de souligner à quel point la lutte contre les violences domestiques peut être délicate, peut-être complexe finalement. Vous avez souligné à quel point il peut être difficile pour les femmes, pour les victimes de partir. Vous avez notamment mentionné l'importance des services de protection avec souvent un manque d'accès aux hébergements d'urgence ou un manque de place au sein des hébergements d'urgence. Mais vous avez également parlé d'un point que je trouve vraiment essentiel, et c'est celle de la criminalisation des violences domestiques et à quel point il est important de favoriser autant que possible une approche de réhabilitation en ce qui concerne les auteurs de violences domestiques. Comme vous l'avez si bien dit, c'est souvent très difficile de porter plainte contre un membre de la famille, de porter plainte contre l'auteur des actes de violence domestique. Et finalement, si ce qu'on met en avant dans le cadre d'une campagne contre les violences domestiques, c'est la volonté de criminaliser ces actes de violence domestique plutôt que la volonté de fournir les services de soutien et de protection aux victimes, et bien finalement, on n'apporte pas ce que les victimes attendent. On ne fait pas un travail qui répond véritablement aux besoins et aux souhaits des personnes concernées. Donc vraiment un point, à nouveau, merci d'avoir souligné ces éléments très importants. Et un dernier point que je souhaitais souligner en conclusion, que j'ai retrouvé dans chacune des interventions finalement, c'est à quel point le problème des violences domestiques est intrinsèquement lié à des structures de pouvoir inégalitaires qui défavorisent les femmes. On comprend qu'il n'est pas possible d'aborder la question des violences domestiques de façon isolée, qu'elles font véritablement partie d'un système de violence, un système de violence aux facettes multiples qui évidemment s'exprime à l'encontre des femmes et des filles. Et voilà, c'était vraiment un petit peu pour souligner cet aspect-là que je trouve vous avez chacune abordé en fonction des domaines de concentration de vos activités, de vos spécialisations. Je vais m'arrêter là. Nous avons encore quelques minutes et j'ai remarqué qu'il y a quelques questions dans le Q&A. Je vous propose de lire certaines questions et je passerai la parole aux panélistes qui seront à même de répondre à ces questions. Nous avons une question de Joseph qui travaille au sein de la Sophie Paddy et qui demande au niveau des statistiques, on trouve que la province du Nord Kivu a beaucoup de cas. Quelles sont les mesures mises en place pour éradiquer ce fléau? Je pense qu'il y a déjà eu des éléments de réponse dans les interventions, mais peut-être
Sandrine, si vous souhaitez y répondre, étant donné qu'il s'agit d'activités liées à la sociopathie. D'accord, merci Lucie, merci pour la question qui a été posée par Joseph. Et c'est vraiment l'opportunité de faire ici l'appel à tout le monde, que ce soit nous qui intervenons dans la société civile, les autorités, de faire de la question de violence domestique une question nationale, une question d'implication de tout le monde. Parce que nous, il y a des organisations aujourd'hui qui ont mis en place des formes d'actions de réponse, mais qui n'ont pas assez d'ampleur parce que cette question doit être portée par le gouvernement. Alors, étant une organisation de la société civile, on continue de recevoir des personnes, des femmes affectées par la violence domestique. On les accompagne tant soit peu, mais ce qui est sûr, la solution durable ne pourra venir que si on a une loi au niveau national qui met bien sûr en place, comme Rosa l'a dit, qui met bien sûr en place des aspects de protection, des préventions, mais aussi des réparations. On peut recevoir aujourd'hui une victime, nous la donnons de la prise en charge médicale, psychologique, si elle voudra bien aller en justice. Mais pour des cas de violence domestique, vous allez voir que cette victime n'aura finalement pas où aller parce qu'il n'y a même pas de logement, il n'y a même pas des espaces pour le recevoir. Elle va rentrer dans cette maison, elle sera victime de la même forme de violence. Donc, le travail est fait à un certain niveau, mais sur des questions de violence domestique, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'avancement parce qu'il n'y a pas de maisons qui reçoivent ces femmes, il n'y a pas des efforts de loi claires pour corriger ou pour sanctionner le bourreau. Et voilà. Donc, il y a des organisations comme celle de Maître Laini Tenda, des organisations qui travaillent sur des questions globales de VBG, qui essayent tant soit peu d'apporter une réponse, mais qui n'est pas durable parce que la femme se retrouve encore en train de revenir dans les mêmes cycles de violence. Je crois que j'ai pu répondre à Joseph. Merci. Merci beaucoup, Sandrine. Nous avons ensuite une question de clarification de terminologie. Je la lis. Quelle différence établissez-vous entre les violences domestiques et les violences conjugales? Et je pense peut-être, Michel, que tu serais la plus à même de répondre à cette question, vu le travail de clarification effectué pour l'Observatoire. Sure. The difference, so I go back to English and you have the translation button on the button of the page. We see intimate partner violence as one form, one specific relationship form within the field of domestic violence. So we count cases of intimate partner violence amongst our cases of domestic violence cases. And it is this special survivor and perpetrator relationship as a current or former partner that qualifies this case of domestic violence as within the subgroup of intimate partner violence. And we have an eye on that in the way we collect the data. That means we can also aggregate our data along these lines. But in our understanding and definition, intimate partner violence is a subform of domestic violence. Thank you. Thank you, Michelle. La prochaine question, je pense que Sandrine et Maître Tenda, je pense elle sera pour vous. Thank you for your insight. Could you please describe the strategies and outcomes of any restorative community-based approaches to addressing intimate partner violence in the Congo? Maître Tenda, si vous avez eu la traduction, peut-être souhaitez-vous y répondre? Oui, je voulais juste marteler que
la violence conjugale, c'est une sous-branche de la violence domestique. Je donne l'exemple. Un père de famille qui commet un acte de violence envers sa fille, on peut dire déjà que c'est une violence domestique parce que c'est fait dans la maison. Mais si le même père commet ces mêmes actes de violence envers sa femme, comme l'a dit Michel, que ce sont des violences commises dans des relations intimes, là, on va appeler ça violence conjugale. Donc, la grande différence, c'est seulement par rapport au lien qui existe entre la personne qui commet cet acte et la personne qui subit, mais que ce soit, je voulais dire que la violence conjugale, c'est aussi une des formes de violence domestique. Par rapport aux stratégies, nous l'avons dit peut-être que la sensibilisation, la vulgarisation des textes de loi, ça peut permettre à ce que la communauté comprenne, que la communauté soit au courant, des actes qu'elle commet, peut-être que ce sont des actes de violence et qu'elle peut arrêter ce genre de pratiques. À part la sensibilisation, la démarche qu'entreprend Madre et Sofepadi pour qu'il y ait une loi, spécifique, comme l'a soulevé aussi plusieurs fois Madame Sandrine, qu'il y ait une loi spécifique qui martèle essentiellement sur les violences domestiques. C'est vrai qu'on a d'autres formes de violence, entre autres, il y a la loi sur les violences sexuelles, comme l'a dit toujours Madame Sandrine, mais on voudrait avoir une loi spécifique qui ne voudrait pas qu'il y ait une situation des actes qui sont réprimandés d'une manière éparpillée. Voilà, donc les cadres juridiques, la prévention, là on parle de sensibilisation. Il y a aussi l'aspect de la justice, hein, parce que si, avec notre justice congolaise qui connaît beaucoup de difficultés, si on améliorait un peu les systèmes judiciaires qui connaissent beaucoup de problèmes, ça peut nous aider à réprimer. Parce que si on est en train de chercher la loi, qui est une loi qui puisse réprimander les actes de violence domestique, il faudrait qu'il y ait un système juridique ou judiciaire qui puisse permettre à ce que lorsque tel acte sera érigé comme acte de violence domestique et qu'on s'approche, on porte plainte par rapport à cet acte-là, on a gain de cause d'une manière formelle. Parce qu'on connaît aussi beaucoup de déceptions pour les cas, par exemple, de violences sexuelles qui a déjà une loi érigée. On ne voudrait pas qu'après qu'on ait cette loi sur les violences domestiques, qu'on rencontre aussi par les mêmes difficultés qu'on rencontre parfois, je dis bien parfois, vu au problème des systèmes judiciaires congolais. Et ça peut être aussi un frein. Ça peut être un frein pour la communauté. Merci. Merci beaucoup, Maître. Il nous reste quelques minutes à peine et je voudrais poser cette question que je vois dans l'encadré qui me semble très intéressante pour les panélistes. C'est bien de penser aux sanctions pour les auteurs de violences, mais y a-t-il aussi des programmes d'accompagnement pour eux? Est-ce que Tenda ou Sandrine souhaitaient répondre à cette question? Oui, merci Lucie. C'est vraiment des propositions que nous sommes en train de faire dans la loi. Les sanctions, c'est bien, mais quand on sanctionne, qu'est-ce qui vient après? Quel accompagnement suit? Quelle forme de réparation, si je peux le dire, la personne victime peut avoir, mais aussi ce bourreau qui est accusé ou qui est arrêté. Comment cette personne peut changer pour qu'à la longue, après avoir purgé sa peine, que cette personne revienne dans la communauté comme un exemple et qu'il ne puisse pas revenir à ces actes-là. Donc, ce sont des éléments importants que nous avons essayé de relever dans cette proposition de loi, comme je disais, en termes des actions de prévention, en termes des actions de réponse, mais aussi en termes des actions de réparation par rapport à la situation ou par rapport aux problèmes subis. Merci beaucoup, Sandrine. Maître, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Oui, Madame, je voudrais aussi partager une expérience par rapport à certains cas que nous suivons dans notre association. Vous allez voir, ce ne sont pas tous les cas qui nécessitent à être réglés par la justice. Nous effectuons l'action des médiations, c'est-à-dire il y a ces actions, il y a ces actes pour lesquels vous ne pouvez pas mener les actions de médiation. Par exemple, pour les actes de violence sexuelle, la loi elle-même ne vous l'autorise pas. Mais il peut y avoir un conflit entre l'homme et la femme. Nous lançons parfois l'invitation, si c'est la femme qui est venue se plaindre par rapport au comportement de son mari, on peut lancer l'invitation envers les maris pour qu'ils viennent dans notre clinique juridique. On lui partage un peu les cas, on lui fait voir qu'est-ce qu'il fait, voilà, c'est pas bon, vous pouvez faire ça, tout ça. Il y a des cas de succès que nous rencontrons par rapport à cette action de médiation. C'est vrai, il y a aussi des cas qui ne réussissent pas, mais pour la plupart des cas aussi, nous rencontrons des succès et pour nous, c'est une voie qui soulage un peu cette femme qui a été victime de violences domestiques. Merci. Merci beaucoup, Maître. Il y a encore un certain nombre de questions. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de la session. Un très grand merci à nos 4 intervenantes pour des contributions vraiment fascinantes. Et un immense merci aux participants et participantes qui nous ont fait l'honneur de se joindre à nous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bye. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Rosa. Au revoir.